Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Pour commencer, éviter de gaspiller de l'eau. C'est donc une recommandation, la recommandation des Nations Unies à l'occasion de la célébration ce jeudi 22 mars de la journée mondiale de la denrée la plus importante à la vie. Je parle là bien sûr de l'eau. L'eau doit être utilisée, l'eau doit être bue, mais pas gaspillée. Vénomba qui nous en parle dans ce résumé. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 22 décembre 1992 la résolution A/RES/47/193 qui déclara le 22 mars de chaque année Journée mondiale de l'eau à compter de l'année 1993 conformément aux recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Cette résolution invitait les États à consacrer ces jours selon les contextes nationaux en concrétisant des actions telles que la sensibilisation du public par des publications, des diffusions des documentaires, l'organisation des conférences, des tables rondes, des séminaires et d'expositions liées à la conservation et au développement des ressources en eau et à la mise en œuvre des recommandations d'Action 21. Plus de 20 après, l'alimentation en eau potable à travers le monde n'est pas encore assurée partout, loin s'en faut, et de nombreuses zones agricoles souffrent encore d'une alimentation médiocre, source de maladies et nuisible au développement. Une goutte d'eau est flexible, une goutte d'eau est puissante, rien de plus nécessaire qu'une goutte d'eau. L'eau est au cœur du développement durable. Les ressources en eau ainsi que la gamme des services qu'elles peuvent rendre contribuent à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique et à la sauvegarde de l'environnement, de la nourriture et la sécurité énergétique, à la santé humaine et environnementale. L'eau contribue à l'amélioration du bien-être social et à une croissance équitable, affectant les moyens de subsistance des milliards d'individus. Pourquoi gaspiller l'eau ? C'est le thème retenu pour cette célébration de la Journée mondiale de l'eau 2017. Cette année, nous mettons en lumière les thèmes des eaux usées et des différents moyens de les réduire et de les réutiliser. Pas moins de 80% des eaux usées provenant des lieux d'habitation, des villes, de l'industrie et de l'agriculture sont rejetées dans la nature, polluant l'environnement et appauvrissant le sol. Nous devons améliorer la collecte, le traitement et la réutilisation des eaux usées. Dans le même temps, nous devons réduire la quantité d'eau usée que nous produisons afin de protéger l'environnement et nos ressources en eau. L'objectif de développement durable numéro 6 est garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau, a notamment pour cible de réduire de moitié la proportion d'eau usée non traitée et d'augmenter considérablement à l'échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de l'eau. Et de l'eau, on en parle et on en trouve en grande quantité sur la chaussée à l'entrée et bien sûr de la route Minkondo. C'est bien sûr le tronçon voie d'eau Minkondo dont il est question. Il y a une grande quantité d'eau qui est bien sûr déversée sur les lieux à cause d'un tuyau troué et qui depuis un bon moment dérange la circulation des piétons et des motards en particulier et aussi de la mauvaise foi des chauffeurs, des conducteurs de autos, des taxis donc. Voilà, reportage. Pour commencer, l'état de la chaussée en voie d'eau fait la une des infos à Matadi, au même niveau que celle du rond-point musée ou encore la route nord. Mais ici, il s'est ajouté un autre problème. Depuis quelques jours, un tuyau troué déverse une grande quantité d'eau qui s'est dispersée sur les macadams. Ceci à l'entrée de la route Minkondo pour être un peu précis. Le passage des véhicules est dérangé, mais c'est plus les piétons et les motards qui en souffrent. Un chauffeur courtois ralentit une fois sur les lieux, mais insoucieux que sont les autres, il les asperge. Il est à noter que l'eau coule chaque jour qui passe. L'embarras est donc total. La régie des eaux se doit d'intervenir.
bakei dans 2 jours après mai comme ko pression on ande le on jeter comme bimisa mai ya mwana fallait pas ya mabongisation yo peut bana classe bazole kakawa o mona bana classe bazole kakawa bazo bebe ba uniforme zo beba bango za malamu te ya mwana tuka ba ya no kipona ko bongisa esika opo batambola ka malamu batu to mona bakini musala bazo beba bilama pona mai eza malamu te en tout cas faut pas ko bongisa ko malamu. On reste à Matadi et toujours dans la commune de Mvouzi pour se rendre cette fois-ci à Dalias. Là-bas, la situation du courant électrique est critique. Le courant n'est pas de très bonne qualité et la population du coin se plaint dans ce reportage. Écoutez. 4 semaines se sont déjà écoulées depuis que les abonnés de la SNEL habitant l'avenue Talambote passent les nuits dans le noir. Ce coin du quartier Ngadi n'est plus vivable pour certaines personnes suite à l'absence totale de cette énergie électrique. Pourtant, ces Matadiens affirment d'être en ordre avec les factures de la société des tutelles. Mais depuis presque 1 mois, les courants électriques dans cette partie de la commune d'Mvouzi est devenue une perle rare. Dans son interview, une habitante du quartier a souligné qu'avant même cette absence totale du courant électrique sur l'avenue Talambote, les coupures intempestives étaient leur vécu quotidien. Le rétablissement de cette énergie indispensable à la vie, c'est le souhait de cette population. Mais un mois déjà toke na courant courant pe area ke vuanda ya ke zenga na 6 fois 7 fois na kilum l'area ni faso toke futila ba facture ya to na kolomba na bafumu ya SNEL babongisela beto courant ya côté ya. Nul n'ignore que la recrudescence de l'insécurité serait tributaire à l'obscurité, raison pour laquelle ces abonnés de la SNEL crient au secours. Et encore du travail pour la Société nationale d'électricité SNEL en sigle, mais cette fois-ci à Boma. Et là, on se rend tout de suite sur l'avenue Koualou, au quartier Mbangou. Le courant n'est pas de très bonne qualité, les maisons se multiplient et la cabine est tout simplement pas assez capable d'alimenter toutes ces maisons. Des inquiétudes et encore dans ce reportage. Les habitants de l'avenue Koualou à Boma se plaignent. Ils sont privés de la bonne qualité du courant électrique. Selon les témoignages recueillis sur place, les agents de la SNEL ont laissé les disjoncteurs sans pourtant terminer les travaux amorcés. Du coup, l'obscurité fait la loi. Ces problèmes ont duré pendant un bon bout de temps. Pourtant, les inciviques pourraient en profiter pour terroriser ces beaux matraciens. Ces derniers demandent l'implication totale de techniciens de la SNEL en vue de résoudre ces problèmes, car le véritable perdant sont ces abonnés qui payent les factures sans consommer cette énergie électrique. Déclaration de Kinzazi. Kinzazi auparavant, il y avait la façon avec Bilumbo. L'air est tellement battu, tout le monde a une mingi. Vraiment, courant comme fioti ya kokita faible mondambo. Alors, betu mona pe batba kuza déposer ba transporteur quoi coup. Mais jusque là ya banate faut fonctionner tibubo ya. Alors, ya betu na loma na ba fumu tellement ba kuza déposer ba transport ya bana déjà pour fonctionner ça mo ya permettre betu vanda à l'aise na Kinzaza betu mosi ya boala. Do ya betu na loma na ba fumu samu bakuza banda bisala bao samu yavana en fonction à l'aise na Kinzaza. On finit cette page locale dans cette ville de Boma, mais cette fois-ci on va parler de l'état du terrain IBEM. On le sait, il n'y a pas beaucoup d'aires de jeu dans la ville de Boma, destiné bien sûr au football, et ce terrain très important aux amoureux du ballon rond, est négligé. Son état empire surtout après la pluie. Regardez. La ville de Boma n'a pas beaucoup de grand espace pour jouer au football. D'ailleurs, celui-là, le terrain IBEM, est l'un des plus fréquentés après le stade Sokol. Mais il est fort désolant de constater qu'il est négligé. Les séances d'assainissement sont rares et l'herbe sauvage gagne du terrain. Aussi, comme on peut le voir sur ces images, il y a des ordures autour des aires de jeu, voire dedans. À ce sujet, les investigations révèlent que les poubelles des maisons environnantes sont vidées ici. À la fin de chaque pluie, le terrain était envahi de flaques d'eau, ce qui de toute évidence inquiète les amoureux du ballon rond de Boma. Les joueurs vont continuer le match. Attente. Moi, je suis la même propriété dans le stade de finalement.
kabamona ça ne va pas bafuta bitana sokole betusala sano kabanga moyen ve bameza ça même ba président d'équipe betona sala sano même ba fanatique Place aux informations étrangères. Madame, Monsieur, l'essentiel, le condensé de Solvant Bakou. Ces informations sont bien sûr de France 24. Regardez. Devant ses partisans, à Courbevoie ce mardi, le candidat de la droite se sent pousser des ailes. La veille, l'affaire Fillon est passée au second plan lors du premier débat de la campagne présidentielle. Jour après jour, j'ai résisté aux attaques et depuis hier soir, nous voilà enfin dans la vraie confrontation des projets, la vraie bataille qui compte. Mais la bataille judiciaire est loin d'être terminée pour François Fillon. Car l'enquête sur de possibles emplois fictifs qui a conduit à sa mise en examen vient d'être étendue à des faits d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux. C'est le quotidien Le Monde qui le révèle. Les juges soupçonnent les époux Fillon d'avoir produit de faux documents pour justifier les salaires versés à l'épouse du candidat. De nouvelles accusations à la suite d'une deuxième perquisition menée en mars à l'Assemblée nationale. L'avocat de Pénélope Fillon dément et dénonce une violation de l'instruction. Il n'y a pas le moindre faux dans ce dossier. Nous n'allons pas nous expliquer avant que nous allions devant les juges. Pénélope Fillon devrait s'expliquer le 28 mars devant la justice. L'épouse du candidat de la droite a été convoquée en vue d'une éventuelle mise en examen. Hong Kong, le Mexique ou encore le Japon, 3 pays qui viennent s'ajouter à la liste de ceux qui ont décidé de suspendre l'importation de viande brésilienne. Une situation chaque jour un peu plus critique pour le plus grand exportateur de viande au monde. Le président Michel Temer, lui, essaie de relativiser. Ce mardi, j'ai une bonne nouvelle, pas vrai, monsieur le ministre Alosio? La Corée du Sud, qui avait pensé à suspendre l'importation de viande brésilienne, a finalement changé d'avis. L'exportation de viande est l'un des secteurs clés de l'économie brésilienne. Près de 150 pays importent le poulet et le bœuf du géant sud-américain, ce qui rapporte environ 10 milliards de dollars par an au Brésil. Mais depuis que le scandale a éclaté vendredi, une demi-douzaine de marchés, parmi lesquels la Chine, ont tourné le dos au Brésil. L'Union européenne, de son côté, hésite. Elle a d'abord demandé certaines mesures concrètes, notamment le retrait des établissements impliqués dans la fraude de la liste des sociétés approuvées par l'UE. Le ministre brésilien de l'Agriculture se veut tout de même rassurant. Lors de la visite d'une usine, il a tenu à montrer son soutien au secteur avicole. J'espère que ceux qui verront ces images, ceux qui nous filment et qui transmettent ces images, les consommateurs nationaux et étrangers, eh bien j'espère qu'ils pourront voir que tout fonctionne très bien et que cela continuera. Le détournement de fonds a été identifié et nous faisons en sorte de rectifier le tir. Selon un cabinet d'analyse brésilien, après ce scandale, le Brésil pourrait faire face à une perte d'exportation d'environ 3,5 milliards d'euros, l'équivalent de 0,2% de son PIB. Oui, tout à fait. Toute la Belgique, endeuillée par ce triste anniversaire, veut rendre un hommage très appuyé aux victimes. 32 morts, 320 blessés. Et évidemment, soutenir leurs familles dont de nombreux membres étaient présents au cours de ces différentes commémorations. Alors, comme vous l'avez dit, les cérémonies ont débuté évidemment à l'aéroport de Zaventem, là où tout a débuté il y a un an, le 22 mars 2016. Et c'est à 7h58, heure précise de l'explosion de la première bombe, que la première des minutes de silence a été observée. Ensuite, une autre minute de silence a également été observée, vous l'avez dit, ici à la station Malbec, devant laquelle je me trouve à 9h11, heure à laquelle évidemment cette troisième bombe, puisqu'il y en avait eu 2 à l'aéroport, a explosé, entraînant la mort de 16 autres personnes et des centaines de blessés. Alors un monument dédié à toutes les victimes des actes terroristes vient tout juste d'être inauguré par le roi et la reine à quelques centaines de mètres de là où je me trouve, au rond-point Schuman. Et puis bien sûr d'autres événements vont avoir lieu dans divers endroits de la capitale, notamment des commémorations à la Bourse, au cœur de Bruxelles, qui avait servi de lieu de recueillement à tous les citoyens belges au lendemain de ces attentats meurtriers. Une marche citoyenne devrait également débuter vers 15h dans l'après-midi. Et puis cette journée de commémoration devrait se clôturer par une veillée de prière prévue à 18h dans une des cathédrales de la capitale. Et que racontent les journaux parus en ce jour du jeudi 22 mars 2017, l'essentiel de la revue de presse, la lecture comme d'habitude assurée par Venon Baki.
Revue de presse du mercredi 22 mars 2017. Les journaux de Kinshasa parus ce mercredi traitent de l'unité et retrouvée au sein du rassemblement, une plateforme de l'opposition dont les ténors ne se mettaient pas d'accord sur la restructuration après la mort d'Étienne Tshisekedi, le président du comité de sages de la structure. Félix Tshisekedi, leader de la plateforme Rassemblement L Limité, a échangé mardi 21 mars avec une délégation de la dynamique entrée en dissidence depuis la restructuration de cette plateforme. Cette dernière étant désormais dirigée par un président, lui-même Félix Tshisekedi, et un président du conseil des sages du rassemblement Pierre Lumbi, rapporte au Forum d'Ozas. Le journal qui reprend les propos de Freddy Matungulu, Gilbert Kiakwama, Jean-Claude Mvwemba et Augustin Kabouya note que l'unité est retrouvée au sein du rassemblement et que la réconciliation a été actée. Pour Félix Tshisekedi, il n'y a plus de voix discordantes au sein de la délégation du rassemblement aux négociations de la SENCO, conclut le quotidien. La prospérité fait remarquer que ces cadres de la dynamique qui soutenaient Joseph Olenga Nkoyi comme président du conseil des sages du rassemblement reconnaissent la restructuration de cette grande famille politique de l'opposition congolaise. Désormais, ils vont s'aligner derrière Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi au moment où les discussions directes qui se poursuivent au centre interdiocésain nécessitent l'unité du rassemblement comme voulu par la majorité présidentielle. Mais le tabloïd précise que Joseph Olenga Nkoyi et Bruno Tshibala manquent à l'appel et promettent de ramener les deux camps à la raison pour que règne l'unité et la cohésion au sein du rassemblement, traversé par deux courants, le courant tshisekediste qu'ils incarnent et le courant matérialiste. L'action à entreprendre en urgence par Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, c'est de tout faire pour réconcilier les frères ennemis, note le phare. Pour le journal, si la dynamique qui fait aussi face à la dissidence refait son unité, le rassemblement va automatiquement recouvrer la sienne. Les tensions au sein du rassemblement ont aussi des répercussions sur les travaux de l'arrangement particulier qui se déroule au centre interdiocésain. Arrangement particulier vers la fin des discussions sans l'UDPS, alerte pour sa part la prospérité. Pour le quotidien, l'UDPS a quitté le bureau alors que les discussions directes s'approchaient du quai. La question de la primature, la bataille pour l'attribution de postes et le remplacement à la tête du Conseil national des suivis de l'accord du 31 décembre, devenu vacant depuis la mort d'Étienne Tshisekedi, sont les principaux points qui bloquent et qui ont suscité la colère du secrétaire général de l'UDPS. La presse congolaise traite aussi dans un autre registre de l'intervention du chef de la MONUSCO devant les conseils de sécurité sur la situation en RDC. Maman Sidikou a plaidé en faveur du renouvellement du mandat de son organisation parce qu'aussi longtemps que le dialogue sera dans l'impasse, les tensions risquent de monter, a dit au Conseil de sécurité le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, dont les propos sont rapportés par l'Avenir. Les quotidiens notent que pour Léonard Chéo Kitundu, vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères, il n'existe pour le gouvernement aucune manœuvre dilatoire de sa part de nature à retarder la mise en œuvre de l'accord. Le retard que connaît le processus est dû à des circonstances objectives, plus particulièrement le décès de M. Étienne Tshisekedi qui a poussé la SENCO à suspendre les travaux, conclut le quotidien. Et avant de conclure cette revue de presse, signalons que le phare indique que dans son intervention, Monseigneur Marcel Outembi, président de la SENCO, a accusé la majorité et l'opposition d'être à la base de la prolongation de l'impasse politique à travers des manœuvres de blocage de l'accord du 31 décembre 2016 et de l'arrangement particulier qui devrait sous-tendre sa mise en œuvre. Il a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies à maintenir et accentuer les pressions sur les acteurs politiques afin de les contraindre de résoudre rapidement leurs divergences. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est donc par ici que nous mettons un terme définitif à ce journal. C'était un grand plaisir de vous informer. L'info et le programme de Sarah TV continuent. Restez fidèles. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.